Ça se dispute avec Nicolas Doménac. Bonjour à vous Nicolas. Face à vous, pas d'Éric Zemmour cette semaine pour cause de vacances de ski. On le salue, mais c'est Guillaume Roquette qui va tenter de brillamment remplacer l'ami Zemmour. Merci d'être là. Voici le sommaire. L'Ukraine brûle, les Ukrainiens meurent pour nous, pour l'Europe et nous, l'Europe, on regarde ailleurs. Et pourquoi a-t-il fallu un bain de sang pour que l'Europe réagisse? Les Européens ont-ils tous tellement peur de Poutine? Vous répondrez. C'est une page sombre de notre histoire, celle des enfants volés de la Réunion, envoyés en métropole pour repeupler nos campagnes. Les députés ont reconnu cette semaine la responsabilité morale de l'État français. L'UMP a voté contre parce que, je cite, elle est contre les lois mémorielles. Il l'appelle la Khmer Rose, l'accuse d'être idéologue, de vouloir transformer les petits garçons en petites filles. Najat Vallaud-Belkacem est la nouvelle cible du Figaro Magazine qui est représentée aujourd'hui sur ce plateau, de la Manif pour tous et de la droite en général. Pourquoi tant de haine, Guillaume ? Arrêtez de nous stresser, nous, les patrons qui souffrons. C'est en substance le message de Pierre Gattaz. Le patron des patrons demande un moratoire sur, je cite, les lois qui stressent les entreprises. C'est pas une blague. Ça n'a pas fait rire la gauche. On en parle également. Ça se dispute sur Twitter. #CSD. L'Ukraine n'est pas dans l'Europe, mais elle est en Europe. On ne peut pas rester passif. Ce sont les mots de François Hollande cette semaine. Il a donc fallu un bain de sang en Ukraine, des dizaines de morts, des blessés par centaines, pour que l'Union européenne réagisse. Trop tard, dit Bernard Kouchner. Nous savions tout ça quand même. À quoi a servi l'Europe ? Je me mets un peu en colère parce que j'aime l'Europe. C'est toujours pareil. On a quelques petites stratifications et puis pas d'unité. Il n'y a même pas d'unité européenne encore maintenant. Je suis sûr que si petite souris, nous étions dans la salle du Conseil des ministres des Affaires étrangères européens, il y a des gens qui disent les sanctions, c'est dangereux parce que ça va mettre en colère M. Poutine. Tout ça est très mal parti. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent sur la place Maïdan parce qu'ils ont soif d'Europe, c'est-à-dire d'une unité différente que celle qui les joindrait aux Russes. Nicolas, la réaction de l'Union européenne, trop peu, trop tard ? Ah, c'est clair. Vous vous souvenez, Léa, sans doute que la semaine dernière, vous nous aviez demandé à Eric et à moi, il a décidément bien besoin de vacances parce qu'on leur a rappelé que, effectivement, la question était est-ce que ce voyage aux États-Unis de François Hollande auprès d'Obama, c'était une réussite totale? Est-ce qu'il y avait une faute? Je vous avais dit, il y a eu une faute énorme, c'était l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on n'avait pas répondu aux appels de ce peuple qui se tournait vers nous. C'est-à-dire aussi bien les États-Unis que l'Europe qui était directement interpellée. Or, face à Poutine, qui lui a une cohérence, une volonté, et qui avance, se dire ne rester stationnaire muet, c'est reculer. Et donc Poutine et les dirigeants de l'Ukraine ont avancé sur le corps des Ukrainiens majoritairement représentés là-bas. Et je souris quand j'entends Bernard Kouchner, je souris hélas tristement, dire qu'il aime l'Europe et que, alors qu'il est co-responsable, comme tous les gouvernants, de ce qu'est devenu l'Europe, cet ogre obèse qui n'a plus de cohérence, de stratégie face à une puissance russe qui n'a de cesse de s'affirmer et qui ne comprend que le rapport de force. Mais que voulez-vous que fasse l'Europe ? Les sanctions, ça ne sert à rien. On l'a bien vu. Il y en a eu contre la Biélorussie, autre pays de la région. Ça n'a eu comme résultat que de pousser un peu plus ce pays dans les bras de Moscou. Vous voulez qu'on envoie l'armée ? La réalité, elle est complexe. Tout le monde le sait. L'Ukraine est un pays divisé, fracturé. Comme il y en a d'autres en Europe. La Bosnie, ça nous a valu une guerre sanglante. Ou la Belgique, de façon plus pacifique. Il y a la moitié des Ukrainiens qui sont pro-russes, qui parlent russe, qui sont dans l'est du pays. Et l'autre moitié, à l'ouest, qui, elle, est pro-européenne. Donc on n'arrivera pas à faire basculer l'Ukraine d'un côté ou de l'autre. D'abord parce que la Russie ne le laissera jamais faire, comme elle a refusé que l'Ukraine entre dans l'OTAN, comme ça avait été le projet ou le rêve des Américains il y a quelques années. Cette histoire de partenariat avec l'Union européenne, c'était une forme de surenchère. Ça a été ressenti à la fois par les Russes et par la moitié de l'Ukraine comme une volonté de séparer, de découpler l'Ukraine et la Russie. Ça, c'était pas possible. Donc, tant qu'on n'arrivera pas à un compromis, on ne sortira pas de cette crise. Donc Bernard Kouchner n'a pas raison quand il dit Non, Bernard Kouchner n'a pas raison parce que Bernard Kouchner a une vision qui est simpliste, qui est une vision d'indigné, comme il en a souvent, mais qui ne tient pas compte de la réalité, c'est-à-dire d'un pays qui est divisé en lui-même. Ça n'est pas uniquement un problème de rapport de force entre grandes puissances. Alors, s'il trouve, je vais donner la parole à Nicolas, mais s'il trouve que Bernard Kouchner est simpliste, écoutez Bernard-Henri Lévy, l'appel aux athlètes de Sotchi. Et mon espoir, c'est que dimanche, le jour de la cérémonie de clôture, ils soient nombreux, les athlètes de tous les pays,
de tous les continents qui marqueront leur solidarité avec leurs collègues ukrainiennes. Ils peuvent la marquer, je ne sais pas comment, en arborant, en montrant un drapeau ukrainien, en prononçant le nom de leurs collègues, peu importe. Mais j'espère qu'ils se souviendront que leur hôte de ce jour-là, l'hôte de Sotchi, est aussi le boucher de Kiev. L'hôte de Sotchi est aussi le boucher de Kiev. Il a raison, BHL. Il a raison d'en appeler à l'opinion, parce que l'opinion est une arme dans cette partie qui se joue, importante, et qui se joue, c'est-à-dire que la situation évolue quand même. C'est-à-dire, contrairement à ce que dit notre ami Roquette, qui a au moins des points communs avec Zemmour, c'est de voir l'avenir dans le rétroviseur. C'est vrai qu'autrefois, l'Ukraine était ce qu'il dit, c'est-à-dire partagée en deux, entre une moitié russophone et une moitié qui penchait plutôt vers l'ouest. Sauf que la situation a évolué. Sauf que le pouvoir est tellement corrompu qu'il a fait contre lui, qu'il a dressé contre lui une immense majorité des Ukrainiens. Et que c'est là-dessus, et que sur ce besoin d'état de droit, sur le besoin de liberté, sur le besoin d'un modèle plus occidental, au fond, qu'une grande majorité des Ukrainiens Donc Nicolas, vous avez une vision, l'Occident est gentil, le Russe, Poutine est méchant. Non, parce qu'il y a vous aussi, avez cette vision-là ? Non, parce qu'il y a aussi, du côté de ceux qui se retrouvent sur la place de l'indépendance, des ultranationalistes, des nazistes, enfin bon, tout ce qu'on voudra. C'est un rassemblement très, très large. Mais il n'empêche que là, il ne faut pas voir la situation d'aujourd'hui comme si elle était celle d'hier. Attendez, voilà. Hier, c'est quand ? Hier, c'est pas Yalta, je veux dire non plus. Je termine là-dessus. C'est pas la Russie qui aurait le droit d'exercer un pouvoir sur l'Ukraine parce que ça a toujours été comme ça. Ça a bougé, Guillaume Roquette. Ouvrez les yeux sur l'avenir. Mais mon cher ami, vous savez qu'en 2010... C'était pas Yalta. Yalta, c'est quand ? 44, 45, je me souviens plus. 2010, c'était il y a 4 ans. Yanukovych a été élu président de la République. Les institutions internationales ont reconnu cette élection comme légale. Ça veut dire qu'il y avait une majorité qui votait pour lui. Donc cette réalité-là, elle est forte. Bien sûr que Yanukovych est corrompu. Bien sûr qu'il y a des oligarques qui se goinfrent pendant que le pays est dans une situation de crise économique très forte. Et ça coalise les oppositions. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une véritable révolte qu'il y a, encore une fois, tout un pays qui serait prêt à basculer vers l'Europe. Et moi, je voudrais dire à Bernard-Henri Lévy que la situation, elle est complexe parce que ce n'est pas Poutine qui tire à Kiev, c'est Yanukovych. Et en face, il y a des gens qui tirent aussi. Parce que dans les 36 morts, d'après les décomptes qu'on a en ce moment, il y a 13 policiers qui sont morts. Parce qu'il y a aussi des manifestants qui étaient dans une logique de coup d'État quand ils ont entouré le Parlement. Donc c'est une situation de guerre civile. C'est pour ça qu'elle est complexe. C'est pour ça que le bon sentiment et l'indignation ne peuvent pas suffire à expliquer ce qui se passe. Moi, ce n'est pas des mots, pardon, que j'emploie, situation de guerre civile, parce que guerre civile, ça voudrait dire qu'on aurait la moitié d'un peuple contre l'autre. Or, on a des forces de répression d'un côté et un peuple majoritaire, semble-t-il, de l'autre. C'est le premier point. Ensuite, j'étais en désaccord radical quand Guillaume Roquette nous a fait la théorie de l'impuissance tout à l'heure. Autrement dit, les mesures de rétorsion ne servent à rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les oligarques ont des biens, notamment à Chypre, notamment en France, sur la Côte d'Azur. On sait que si on leur saisit ces biens, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont commencés à évoluer et à lâcher le pouvoir central. Donc, arrêtons de dire on ne peut rien faire, on ne peut toucher à rien, parce qu'au fond, c'est la position. Pour vous, les sanctions européennes, elles payent ? Je vais vous dire elles auraient mieux fait de venir avant, parce qu'il y a des semaines. Et vous savez pourquoi il n'y en a pas eu ? Parce que la vérité, c'est que sur ce dossier, comme sur tous les autres, on a peur de Poutine ? Non, mais l'Europe est profondément divisée. Oui. Qui sont les émissaires qui sont allés essayer de régler le problème avec Laurent Fabius ? Il y a le ministre des Affaires étrangères polonais, qui donc lui est profondément anti-russe, pour faire court, et puis son homologue allemand, qui lui a une position beaucoup plus proche de Poutine. Donc il ne peut pas y avoir, sur ce sujet comme sur tous les autres, de politique étrangère européenne, parce qu'il n'y a pas d'intérêt stratégique commun en Europe. C'est vrai que l'Europe est divisée, mais parce qu'au fond, on ne sait plus où elle s'arrête, on ne sait plus ce qui en font les frontières réelles et ce qu'on voudrait qu'elles soient. C'est ce que je disais, qui me faisait sourire tristement quand j'entendais Bernard Kouchner dire « j'aime l'Europe », mais laquelle aime-t-il, nom d'un chien ? Laquelle a-t-il voulu construire quand il était au ministère des Affaires étrangères, comme les autres, comme ses prédécesseurs et comme ses successeurs ? On n'en sait rien. C'est parce qu'il n'y a pas cette volonté-là que Poutine avance sans cesse, parce que lui, il a une volonté, il a une cohérence, celle de la Grande Russie, à rétablir et qui a été humiliée par ces mêmes Européens, par les Occidentaux, par les USA. Voilà. Alors, justement, la Russie a de l'argent. Allez-y. Parce que la Russie, elle a de l'argent, celui du gaz. Effectivement, elle a une ambition impériale, parce que c'est un grand pays. Elle a aussi
des valeurs, une culture, une fierté qui manquent fondamentalement à l'Europe et notamment à la France. Et c'est aussi pour ça que dans ce rapport de force, c'est vrai en Ukraine, mais c'est vrai aussi en Syrie ou en Iran, la Russie marque des points parce qu'elle est cohérente. C'est ma question. Vous parliez de guerre civile en Ukraine, vous avez refusé le terme de guerre civile en Ukraine. Est-ce que vous acceptez le terme de guerre froide? Est-ce qu'il y a un nouvel épisode d'une forme de guerre froide qui se joue entre d'un côté les Russes et l'Occident, pour faire court, de l'autre côté? Il y a des lignes de fracture. On le voit en Ukraine cette semaine, on l'a vu il y a 3 mois ou il y a 6 mois en Syrie. Est-ce qu'on est en train de rejouer une forme de guerre froide avec la volonté impériale de la Russie qui se réveille, Nicolas, non? Non, mais pour qu'il y ait guerre froide, il faut qu'il y ait des guerriers des deux côtés. Or, les États-Unis ne sont pas dans cette disposition d'esprit-là, et c'est d'ailleurs au fond l'analyse que fait Poutine, à savoir que Obama est quelqu'un d'inconsistant, en tout cas qui n'est pas à l'offensive. Et pareil pour l'Europe, il pense que c'est une civilisation décadente, il rejoint de ce côté-là Roquette, et que les Occidentaux n'ont pas la fierté de leurs valeurs et la volonté de les affirmer. Donc il n'y a pas de guerre froide, il y a Poutine qui avance jusqu'ici sans rencontrer de grande résistance. Je suis d'accord avec ce constat, mais pas pour les mêmes raisons. Il n'y a pas de guerre froide parce qu'il n'y a plus de guerre froide, parce qu'on n'est plus dans une logique de conquête, comme l'avait l'Union soviétique partout dans le monde. Il y a la volonté de la Russie de faire respecter ce qu'elle considère comme étant les marches de l'Empire, c'est-à-dire l'Ukraine, c'est-à-dire la Géorgie, c'est-à-dire aussi, parce que la Russie est historiquement protectrice des chrétiens d'Orient, la Syrie. Donc il n'y a pas de volonté de Russie de venir jusqu'au milieu de l'Europe ou jusqu'au milieu de l'Allemagne, comme c'était le cas sous l'Union soviétique.